chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur Paix et Guerre aujourd'hui pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir une personnalité française de poids, qui est aussi un ami, qui est Charles Millon, qui a été notre ministre de la Défense durant des années importantes, entre 1995 et 1997, mais qui est plus généralement un homme politique que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, d'orientation, je dirais, libérale-conservatrice, qui a été président du groupe UDF, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale durant 6 ans à peu près, entre 89 et 95, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale, je crois aussi, un peu avant, entre 86 et 88, mais qui a aussi tout un tas d'autres activités, notamment à l'heure actuelle au sein de plusieurs think tanks, dont l'Institut Thomas More et dont aussi un institut qui est celui qui est l'école de l'engagement que vous avez créé et qui s'occupe de formation d'une manière générale à destination d'élus municipaux, mais pas seulement, vous nous en parlerez peut-être. Mais ce n'est pas vraiment pour tout cela, c'est peut-être votre expérience de ministre de la Défense sans aucun doute, mais c'est surtout pour votre expertise, votre connaissance et votre expérience en matière, bien sûr, de politique internationale, vu vos fonctions passées, mais plus particulièrement de questions africaines que j'ai souhaité qu'on se retrouve aujourd'hui, cher Charles, pour que vous nous donniez, en tout cas dans la première grande partie de cet entretien, votre sentiment sur l'actualité, si j'ose dire, de la politique africaine de la France, si tant est qu'elle ne soit pas introuvable. Enfin, qu'en pensez-vous? Quelles sont ces orientations? Comment analysez-vous le point où nous en sommes aujourd'hui en Afrique, au sens général? Je pense au Sahel, je pense à l'Algérie et bien sûr au Maroc, qui sont quand même au centre d'un certain nombre de controverses aujourd'hui. Je pense à plein de choses, à la Libye, je pense d'une manière générale à la perte quand même assez flagrante et dommageable pour nos intérêts de nos positions d'influence et de puissance dans ce qui était tout de même auparavant une vaste zone importante pour notre politique étrangère. Donc c'est une question très ouverte, je vous laisse y répondre avec votre talent. Et puis après, nous dériverons peut-être sur des considérations de géopolitique plus générales. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir aujourd'hui de parler de l'Afrique, car je pense qu'il y a des relations tout à fait spécifiques entre la France et l'Afrique, des relations, je veux dire, sentimentales par certains côtés, mais aussi économiques, mais aussi politiques, qu'on a vécu des très fortes années d'action commune, et que je suis, moi, très triste aujourd'hui de voir que depuis un certain nombre de décennies, car c'est en décennies que ça se compte, les présidents de la République qui sont succédés n'ont porté aucun intérêt au continent africain. C'est d'ailleurs injuste par rapport à l'Afrique, c'est injuste aussi par rapport aux Français qui, pour un certain nombre, ont donné leur vie, ont donné leur talent, leur capacité, leur entraînement pour que ce continent puisse véritablement devenir un continent ami de la France d'abord, mais surtout un continent qui partageait les mêmes idéaux que ceux que nous poursuivions et que nous poursuivons encore. Alors, vous allez me dire pourquoi. Je crois qu'il y a eu des ruptures, que le dernier président qui s'est intéressé vraiment à l'Afrique s'appelle Jacques Chirac. Il y donnait son cœur, il y donnait sa passion, et il avait compris que s'occuper d'un continent de ce type-là, c'était d'abord des relations presque affectives avec des gens qui ont vécu une partie de l'histoire de France. Certains ont été tirailleurs dans les régiments qui ont délivré la France en 1940-1945. D'autres avaient des grands-parents qui étaient déjà allés dans la guerre de 1914-1918.
il y a un certain nombre d'Africains qui ont lutté contre la France quand elle est arrivée en Afrique, mais qui après se sont réconciliés avec notre pays et ont créé, des objectifs communs, qu'il y avait, un partage de projets. On peut le voir dans tous les pays. J'en ai parcouru un certain nombre, et je dois dire que je suis attristé de voir qu'aujourd'hui, les Français, la nouvelle génération, ne connaît même pas cette histoire-là. C'est une histoire importante. Alors vous allez dire, mais pour la géopolitique, pour l'avenir, qu'est-ce que vous dites? Je pense que si j'ai un conseil à donner à ceux qui vont nous succéder dans l'animation de la vie politique française, qui me paraîtrait essentiel de retrouver des chemins pour qu'on puisse se retrouver avec nos amis africains. On a d'abord la même langue, et que le premier pays francophone du monde, qui s'appelle le Congo, c'est un pays où tout le monde parle français, où la plupart partagent les mêmes convictions religieuses, qui, lorsque vous leur parlez de notre histoire, ils n'ont pas un esprit de haine, ils ont un esprit de partage, et qu'aujourd'hui, il serait, à mon avis, intelligent de réfléchir aux modes et aux moyens pour aller d'abord les aider, mais au-delà de l'aide, de parcourir ensemble un même chemin. Vous allez me dire lesquels? Le premier chemin, vous allez être peut-être surpris, c'est d'abord la culture. C'est des pays qui ont une culture maintenant qui est devenue, pour un certain nombre francophones, ils n'ont pas la même approche parce qu'ils n'ont pas la même histoire au sens, historique du terme, et que c'est intéressant de voir comment ces pays peuvent venir enrichir la culture française, la culture francophone. Et moi, je suis très fier que le secrétaire perpétuel de l'Académie française soit quelqu'un qui soit d'origine libanaise, et qu'on voit là que la France peut rayonner à travers sa langue, sa culture, ses lycées, ses collèges, etc. Et je fais partie de ceux qui pensent que l'une des premières œuvres que devrait poursuivre la France aujourd'hui, c'est d'aider le développement de collèges, de lycées, un peu partout dans le monde, là où on nous les demande. Alors, dans la vie politique que j'ai eue, j'ai rencontré plein de pays qui demandaient des lycées et on n'était pas à même de leur répondre, ce qui est tout à fait dommageable, car partager la même langue, partager la même histoire, partager la même culture, c'est déjà le premier pas d'une amitié qui est très forte et qui ensuite peut se poursuivre dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la mise en valeur de son pays. Voilà ma première réflexion sur l'Afrique. Deuxièmement, l'Afrique est très diverse, elle est très riche, elle traverse des périodes extrêmement difficiles et elle a besoin en fait d'amis qui viennent la soutenir. Et je voudrais donner une seule illustration qui aujourd'hui me frappe, c'est qu'aujourd'hui au Congo, Kinshasa, et c'est pas une colonie française pour reprendre les vieilles expressions, c'est une ancienne colonie belge. Vous avez aujourd'hui des événements très graves qui se passent, où il y avait des millions de morts, vous avez des femmes violées, vous avez des enfants exploités, pour pouvoir simplement, sortir une richesse qui est là, qui est la richesse minière, et qui permet à certains de s'enrichir, que ce soit des entreprises mondiales, des entreprises qui sont actuellement dans la nouvelle technologie et qui ont besoin du cobalt, du coltan, du cuivre, etc. Que ce soit en fait des pays qui sont à proximité et qui ont eux aussi envie de participer à cette richesse. Et que aujourd'hui, dans une indifférence assourdissante, aujourd'hui aucun pays d'Europe ne bouge, ni la Belgique, ni la France, ni l'Europe. Et pourtant, à d'autres moments, on les a vus agir ici, parce que le trésor minier les intéressait. On a même vu la Commission européenne passer un accord pour savoir comment exploiter ces mines. Eh bien là, il y a un conflit
qui est là, qui est non pas larvé, il est déclaré, puisqu'il y a déjà des attentats, des guerres, des bagarres entre différents clans, parce que c'est des clans. Vous avez le M23 qui est un groupe de personnes qui sont soutenues par le Rwanda. Vous avez d'autres groupes qui se sont créés ici et là et qui se bagarrent pour pouvoir s'enrichir. Et que ça me paraîtrait la moindre des choses, compte tenu de l'histoire commune que nous avons, qu'au moins on ait un accompagnement. Je leur demande peut-être pas d'intervention, je leur demande au moins d'éviter que ceci se transforme en un véritable charnier avec des familles déchirées, des villages écrasés, etc. Donc je pense que là, véritablement, il y a une réflexion à avoir. Quelle est la politique que nous allons mener vis-à-vis de ces pays? Non pas pour pouvoir être là et recommencer un chemin de colonisation, il n'en est pas question, mais être là pour pouvoir affirmer une solidarité. Donc la culture me paraît importante, la compassion aussi. Et puis enfin, je crois que ces pays-là nous attendent pour pouvoir, j'allais dire, commencer à avoir des relations adultes, au niveau économique, au niveau d'exploitation de leurs ressources naturelles, au niveau de la protection de leurs richesses naturelles, car il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est des pays qui sont assez extraordinaires et qui ont des paysages et des cultures qu'il faut les aider à non pas à exploiter, mais les aider à les protéger d'abord pour qu'ensuite chacun puisse y trouver du rayonnement ou y trouver de la culture au sens propre du terme. Voilà les quelques réflexions que je voudrais mener sur l'Afrique. Ensuite, et enfin, je crois que le monde maintenant exige qu'on puisse se coordonner pour mener des opérations, j'allais dire, qui enrichissent les deux parties qui dialoguent. Et je pense que l'Europe devrait réfléchir avec l'Afrique à toute l'exploitation des océans, puisqu'il y a l'océan Indien d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre, et que ça me paraîtrait intéressant d'avoir une véritable politique pour mettre en valeur les richesses qu'il y a dans ces océans, qui me paraîtrait intéressant aussi que les pays européens et la France en particulier continuent à avoir des politiques non pas d'exploitation, mais des politiques de développement sur la demande de ces pays, et que ça se fasse pas par une politique, j'allais dire, de coopération au sens traditionnel, pas pour une politique d'aide, mais une politique qui développe une croissance et un développement économique adulte, et que ces pays-là deviennent eh bien, des partenaires, mais des partenaires privilégiés. Et je terminerai sur une réflexion tout à fait personnelle. Je fais partie de ceux, moi, qui regrettent que la communauté française ait été abandonnée à un moment donné, alors qu'elle était dans la Constitution de la Ve République, que ça me paraissait non seulement intéressant, mais inscrit dans l'histoire. Je fais partie, comme Camus, de ceux qui espéraient qu'un jour, il y ait une véritable communauté au sens propre du terme, puisque, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Albert Camus avait souhaité que Alger devienne la capitale de la communauté française, au moment où on traversait des événements graves. Donc je crois que ça aurait mérité une réflexion et peut-être une poursuite, qu'on l'a abandonné au bout d'un certain nombre d'années, et que là la France a été un peu infidèle à son histoire. Vous nous dépeignez une vraie fresque de ce qu'il faudrait faire, et justement, peut-être pour continuer sur votre dernier point, et sur précisément l'Algérie, aujourd'hui, nous sommes quand même dans une situation un peu délicate, dont on n'a pas l'air de savoir d'ailleurs comment sortir, après s'y être engagé, à mon avis, un peu imprudemment. Comment voyez-vous, comment peut-on aujourd'hui restaurer intelligemment,
au point où nous en sommes, hein, de la dégradation, une relation entre la France et l'Algérie qui permettent eh bien, d'arriver à coopérer dans les domaines au moins où l'on doit coopérer, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir sortir un peu de cette double... cette espèce de ressenti de chaque côté qu'il y a des choses irréconciliables. Il y a aussi d'ailleurs une large exploitation de l'histoire. Chaque pays le fait à sa manière. Mais en tout cas de la séparation entre l'Algérie et la France à un moment donné. Et tout ça, aujourd'hui, n'a que des effets négatifs. Et je ne parle pas seulement des effets sécuritaires, migratoires, etc. Mais d'une manière générale, l'Algérie est un très grand pays, un pays très important d'ailleurs au plan géopolitique de sa région, mais même plus général aujourd'hui, vu l'évolution que prennent les relations internationales. Or, on est en train, à mon avis, d'entrer dans une crispation qui va être quand même très compliquée à détendre. Alors, comment voyez-vous les choses? Je pense bien sûr à la querelle entre l'Algérie et le Maroc dans laquelle nous avons finalement pris un parti et dont nous subissons clairement le retour, le revers. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça, pour déconflicter, comme on dit dans un néologisme? Être direct, oui. Pour pouvoir avoir de bonnes relations avec quelqu'un, il faut que les deux veuillent avoir une bonne relation. Oui. Je n'ai pas l'impression que l'Algérie, ou que le gouvernement algérien, ou que le dirigeant algérien ait envie d'avoir de bonnes relations avec la France. Parce que c'est déjà un vrai problème. Parce que pour pouvoir avoir des bonnes relations avec l'Algérie, il faut que les dirigeants soient d'accord pour pouvoir réfléchir aux modes et aux moyens pour pouvoir trouver des terrains de réconciliation ou des terrains de collaboration ou des terrains de coopération. Or, je n'ai pas l'impression qu'ils le recherchent, qu'au contraire, ils cherchent, pour pouvoir, j'allais dire, presque justifier les difficultés économiques, politiques qu'ils traversent, eh bien, ils voudraient trouver quelqu'un... Un bouc émissaire. Un bouc émissaire, ils ont trouvé la France, et ils lui tapent... Donc, la première chose à faire, c'est d'abord d'être très, très direct avec l'Algérie et de lui dire que tant qu'elle aura ce comportement, il y aura un certain nombre de choses sur lesquelles on reviendra. Et que je dois avouer que la position que prend aujourd'hui le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Intérieur me paraît le minimum qu'il faut faire. Parce que, personnellement, moi, je souffre tous les jours. D'ailleurs, j'essaye de l'aider par un certain nombre d'actions, de l'aider à sortir de la position où il est. Je souffre tous les jours à voir Boualem Sansal, qui est mis dans une prison d'une manière complètement injuste, qui est le représentant un peu de notre culture, et pas un peu, même beaucoup, qui est français et algérien, et qui pourrait être l'exemple de ce rapprochement entre les deux peuples. Eh bien non, on laisse s'éterniser cette situation, et je pense que c'est très grave, et qu'il faut que la France, dans ce domaine-là, ait une position qui soit très stricte. D'accord, très bien. Nonobstant ce qu'elle a pu faire ou décider, alors est-ce qu'elle l'a décidé évidemment pas comme ça, out of the blue, précisément dans le cadre de la dégradation peut-être, oui, de la dégradation de la relation déjà avec l'Algérie, en faveur du Maroc sur la fameuse querelle du Sahara occidental, dont moi personnellement je ne vois pas très bien pourquoi on a pris cette position. Je ne vois pas à quoi ça nous sert. Pour être très franc, je ne vois pas très bien pourquoi on prendrait la position inverse. Oui, mais donc, pourquoi est-ce qu'on prend une position? C'est ça la question. Oui. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi celle-là plutôt que l'autre? Pourquoi? Vous voyez? Je crois... Qu'est-on allé faire dans cette galère, quoi? Non, mais je crois qu'en réalité, il n'y aurait pas cette galère-là, pour reprendre votre expression. Oui. L'Algérie chercherait un autre moyen pour pouvoir en fait contester. Ils sont en train de sortir le dossier des expériences nucléaires pour pouvoir en fait réclamer des indemnités pour les personnes qui auraient subi des radiations, etc. Je pense que tant qu'il n'y aura pas eu véritablement une purge totale, une mise à plat, oui, une mise à plat, une vraie purge, c'est-à-dire qu'après il n'y ait plus de motifs de querelle, tant qu'il n'y aura pas ça,
ce ne sera pas possible. Or, je pense qu'il y a une certaine catégorie de gens en Algérie qui n'a pas envie d'arriver à un accord et qui veut profiter de ce désaccord et de cette tension pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, avoir un bouc émissaire sur lequel on tape toute la journée. D'accord. Bon. Très bien. Alors, passons au Sahel. Parce que quand même, on a vu depuis ces dernières années un retrait clair, contraint, d'ailleurs, contraint, à l'initiative des pays du Sahel, de nos forces, de notre dispositif, de notre présence, enfin bon, un rejet assez clair au gré des changements de pouvoir dans ces pays, enfin Burkina Faso, Mali, Niger, tout ça, ça reflue. Alors évidemment, comme d'habitude, on explique que c'est à cause des Russes, etc. Mais enfin, c'est un peu au-delà, à mon avis, de ce sujet. Eux, ils ne font que remplir un vide. Ils ne font qu'en s'en servir, à vrai dire, qu'exploiter notre recul. Comment voyez-vous la situation? Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est pour toujours? Est-ce qu'on a un moyen d'essayer de recréer des liens avec ces pays, quelle que soit la forme de leur régime actuel? Moi, j'ai une passion pour le Sahel. J'ai couru le Sahel durant 10 ans, que ce soit au Tchad, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit même en dessous au Sénégal et autres. Et c'est des pays qui ne peuvent être qu'amis avec la France. Et tout ce qui est arrivé, j'allais dire, n'est fait que d'erreurs, de mauvaises analyses de situation, etc. C'est vrai que le Sahel a d'abord subi la mauvaise gestion par un certain nombre de dirigeants des minorités ou de la diversité des populations qui étaient dans leur pays. Et qu'il était très difficile, surtout parce qu'ils ont subi la tradition française. La France est un pays centralisé, et quand la France a formé les élites de ces pays, elle leur a transmis, j'allais dire, une tradition centralisée. Or, ces pays-là, ils ont soit des tribus différentes, soit des traditions différentes. Ils sont pas intégrés comme l'est la France aujourd'hui. Et qu'il fallait en fait respecter une diversité. Et là, il y a eu, j'allais dire, des tensions qui sont apparues un peu partout, parce que ils avaient en fait une tradition centralisatrice qui leur avait été transmise dans leur éducation française, quand nous on y était, et ils avaient à gérer des pays qui avaient plutôt des tribus, des structurations complètement différentes, sociologiques, oui, bien sûr. Et que là, ils ont eu un problème. C'est le cas du Mali, par exemple, c'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas même de la Côte d'Ivoire. Tous ces pays-là, il faut maintenant qu'ils trouvent une structure politique qui est respectueuse de la diversité. Donc c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a eu en fait, comme partout à ce moment-là en Afrique, tout le mouvement djihadiste qui est apparu, non seulement le djihadisme, mais j'allais dire terroriste djihadiste, qui a eu malheureusement le développement d'un trafic de drogue extraordinaire qui passait par le Burkina Faso, pas Burkina Faso, la Guinée-Bissau, et qui a en fait empestait toute cette région, et qu'on a vu en fait se mettre en place, j'allais dire une relation tout à fait perverse entre les djihadistes terroristes et les trafiquants, narcotrafiquants, et ça a empesté le Mali, ça a empesté le Niger, ça a empesté tout le Sahel,
Et c'est allé même après, au-delà, donc du côté de la Syrie et du côté de l'Espagne. Et j'avais à l'époque attiré l'attention des présidents de la République que j'ai servis ou que j'accompagnais pour leur dire, si vous ne réagissez pas là contre, vous aurez à un moment, en fait, un incendie, parce que les narcotrafiquants ont intérêt à financer les djihadistes, et les djihadistes ont intérêt à ce qu'il y ait des narcotrafiquants, puisqu'ils continuent leur petit trafic. Et bien ça s'est passé, et ça a donné lieu, par exemple, moi je connais très bien le Mali, à la mise en place du terrorisme islamique dans tout le nord du Mali. Donc ça a été le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est qu'à ce moment-là, on nous a appelés au secours. Au secours, c'est Hollande qui a répondu positivement, et qu'au lieu d'intervenir pour pouvoir remettre de l'ordre et se retirer immédiatement, sur la demande des gouvernements en place, et parfois il faut avoir le courage de dire non, on est resté. Et en restant, on est devenu un peu, non plus une armée d'intervention qui vient au secours de celui qui est mal en point, mais une armée d'occupation qui remplace un peu l'armée nationale. Et ça a créé une tension. Certains ont revu venir une colonisation qu'ils ne voulaient pas. D'autres ont dit c'est une intervention étrangère. Et ça a amené ces pays-là à avoir un retrait par rapport à la France, et avec la demande du départ des troupes françaises. C'est très triste pour nos soldats qui étaient allés là-bas simplement pour pouvoir les aider et les remettre de l'ordre, mais que c'est ainsi. Et que c'est là aussi une autre réflexion sur quels sont les rapports dans les accords militaires qu'on peut avoir avec ces pays-là. Ce n'est peut-être plus les mêmes modalités qu'avant, et que d'avoir des bases ou d'avoir en fait des camps dans ces pays-là n'est peut-être pas la meilleure méthode. Il faut sans doute intervenir quand ils nous le demandent et quand on pense qu'il est nécessaire d'intervenir, mais pas en fait avoir des structures... Des points d'appui permanents, oui. Voilà. Donc plutôt une force de projection rapide, provisoire, qui revient à son point, qui revient à son point de départ. Qui vient remplir sa mission et qui se retire. Qui part, d'accord. Oui, ben ça demande effectivement de... Alors je crois que c'est d'ailleurs, paraît-il... c'est fait maintenant. Voilà, c'est fait, d'ailleurs, c'est la conséquence de ce qui se passe, puisque tous ces pays-là nous ont demandé de nous retirer. Mais c'est dommage qu'on n'y ait pas pensé avant, parce qu'il y a un certain nombre d'officiers français et qui avaient souhaité en fait qu'on y réfléchisse. On ne l'a pas fait parce que le pouvoir politique n'a pas été à ce moment-là sur ce sujet-là, mais c'est dommage. Et ça veut dire évidemment que d'autres pays, d'autres puissances, j'allais dire, remplissent les vides de manière plus ou moins pragmatique ou opportuniste, et pas forcément meilleure d'ailleurs pour ces États, mais sur un discours beaucoup plus... qui s'appuie en fait sur ce qui se passe par ailleurs dans le monde, c'est-à-dire un besoin d'un certain nombre de pays, de plus en plus nombreux, d'être traités, ou en tout cas d'être apparemment traités sur un pied d'égalité, d'avoir d'autres formes de coopération avec ceux qui viennent les aider ou les protéger d'ailleurs, ou leur fournir un certain nombre de matériel. Et tout ça, finalement, on nous en croit désormais incapables, ou on ne souhaite plus que ce soit nous, et ça fait le jeu des autres. Donc c'est quand même un vrai sujet en termes... voilà, au-delà de la forme permanente des bases ou des emprises qu'on pouvait avoir dans certains pays, et d'ailleurs au-delà même du Sahel lui-même, parce qu'il y a le Tchad, il y a le Sénégal, on a encore d'autres... Non, ce que je crois, par exemple l'intervention des Russes, c'est les Russes principalement, parce qu'il n'y a que les Russes qui essayent de véritablement s'implanter. Et encore, je pense que c'est momentané, moi. Parce que c'est pas dans leur mentalité. Mais c'est un jeu un peu idiot, d'ailleurs. Oui, enfin, en même temps. Qui leur permet
de profiter des ressources naturelles, comme ce qu'on voit bien ce qui se passe actuellement en Centrafrique ou au Mali. Ils se font payer par l'exploitation des ressources minières, ils se font payer en exploitant un certain nombre de richesses. Mais je ne sais pas si c'est des structures qui vont rester très longtemps, parce que les Russes ne cherchent absolument pas à mettre en place des structures de coopération ou de colonisation ou d'accords permanents. C'est une intervention qu'ils font momentanément. Ils veulent déstabiliser, je pense pour certains, la position française. Mais personnellement, je pense que les dirigeants noirs, les dirigeants africains, très rapidement reviendront là-dessus. Parce que il n'y a pas de sympathie entre les nouveaux intervenants et les peuples, et que deuxièmement, il n'y a pas de complicité. Et qu'à partir du moment où il n'y a pas de complicité, je ne vois pas bien comment ça pourrait se pérenniser. Alors peut-être que je me trompe, je crois connaître un peu ces pays, je crois connaître un certain nombre de responsables, et c'est un peu leur sentiment. D'accord. Parce que quand même, la Russie n'est pas une nouvelle venue en Afrique. La Russie, pendant toutes les années 60, 70, et même encore après d'ailleurs, a formé une partie des élites africaines. Ça n'a rien à voir. Les élites africaines allaient à Moscou se former, mais la Russie n'intervenait pas sur le terrain. Absolument. Oui, tandis que là c'est différent. Il n'y a pas de formation d'élite. Il n'y a pas du tout la reprise. Si, à Moscou, si. En tout cas, l'université Patrice Lumumba, qui a changé de nom, elle va bien. Mais là, c'est quand même l'exploitation des ressources naturelles. C'est surtout ce qui les intéresse. Moi, le peu que je connaisse, parce que je ne suis pas allé en fait faire une vérification, mais le peu que je connaisse de l'intervention des Russes au Mali et en Centrafrique, c'est les deux pays que je connais bien et où ils sont beaucoup intervenus, ce qui les intéresse, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Vous ne pensez pas que c'est lié aussi à l'évolution plus générale des relations internationales, à toute la revivification de cette espèce d'idée des mouvements, du multilatéralisme, d'un monde beaucoup plus multipolaire, du fait qu'il faut, qui s'appuie beaucoup sur tout un discours, sur l'égalité, sur le fait, justement, il s'appuie sur les scories du colonialisme, à la française notamment, et la manière dont ce colonialisme, à tort ou à raison, est critiqué ou abusivement présenté, etc., par certains pays, pour des raisons politiques, pour dire, nous on propose un autre modèle, c'est une autre façon d'avoir des relations. Ils ne proposent aucun autre modèle. Donc ils font comme nous finalement, exploitation des ressources contre... non, nous on n'a jamais fait ça. Quand même un peu, si on l'a fait un peu tout de même quand même. La première fois où je suis allé, décolonisation. La première fois où je suis allé au Niger, en Côte d'Ivoire ils m'ont dit vous avez tout vu comme nos ressources, mais vous n'avez rien exploité. Et que c'était les Canadiens qui venaient exploiter. Mais non, nous, donc pour être très franc, on a peut-être d'autres défauts, mais on n'a pas celui-là. La France n'a pas exploité l'Afrique. La France est allée en Afrique, a eu des relations coloniales qu'on peut regretter ou qu'on peut critiquer, mais elle n'a pas eu une politique d'exploitation. Le BRGM, par exemple, a découvert à peu près tout ce qui est exploité actuellement, mais qui n'avait pas été exploité. On avait dans les dossiers les études qui avaient été faites par le BRGM, et la France, peut-être par naïveté, peut-être par bêtise, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, n'avait pas engagé ces exploitations. Alors qu'on voit bien, par exemple, je prends la Centrafrique ou le Mali, j'y assiste, que dans ces deux pays, les Russes ont une politique qui est un peu systématique. Je ne critique pas les Russes, mais c'est vrai, elle existe cette mais politique. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça a de l'intérêt dans les années qui suivent, mais ça n'a pas d'intérêt pour transformer les relations internationales.
Les relations internationales, par contre, il va falloir y réfléchir parce qu'elles vont s'organiser d'une manière différente. Elles vont s'organiser à travers des exploitations, mais pas au sens minier. C'est-à-dire, ça va être des accords pour pouvoir mettre en valeur un certain nombre de ressources et aussi à partir de la formation des élites. C'est la raison pour laquelle je reviens au premier point que j'ai abordé. Je pense que la formation des élites est sans doute le premier point, sinon le point le plus important de toute l'action qu'on doit mener par rapport à l'Afrique. Très bien, très bien. Alors, c'est une excellente transition vers des considérations géopolitiques plus globales et vers ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire quand même, à mon avis, un changement que moi je voyais venir depuis très longtemps, mais qui est là, qui est en train de se produire sous nos yeux, d'une évolution, enfin d'un tournant réaliste qui aujourd'hui atteint quand même pas seulement le reste du monde, mais qui atteint même l'Occident et même les États-Unis désormais. Mais qui concerne le monde entier. Voilà. Oui. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à se rendre compte que l'approche, je vais dire, idéaliste, un peu rêveuse, dans laquelle on s'est engagé depuis 1945, c'était de penser qu'on pouvait aller vers un monde sans conflit, vers un... Mais vous pensez qu'on a pensé ça vraiment ? Je pense qu'un certain nombre de personnes y ont pensé, oui. Je pense que l'ONU, les organisations internationales, les tribunaux internationaux, tout ça, ça révèle d'une philosophie qui pensait qu'on pouvait aller, d'ailleurs on le voit dans d'autres cas, vers une sorte de gouvernement mondial et qu'il n'y aurait plus de guerre, qu'on allait avoir des tribunaux, etc. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on a même des tribunaux pour juger les mauvais chefs d'État, comme si on était compétent pour juger les chefs d'État, et qu'on n'avait pas en fait des citoyens qui pouvaient voter et éliminer en fait ceux. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette politique complètement irréaliste, idéaliste et irréaliste nous amène à une catastrophe. Et qu'on revient à la réalité des choses, c'est qu'on a des nations qui veulent défendre leurs intérêts, qui veulent défendre leurs traditions, qui veulent défendre leur culture, et qui veulent simplement des rapports de négociation ou des rapports de force dans certains cas. Oui, alors moi j'ai tendance à penser que le versant idéaliste de la politique, en tout cas occidentale, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et alors encore plus depuis la fin de la guerre froide, est quand même très très largement cosmétique. C'est-à-dire que certes, on a eu ce discours, ces valeurs proclamées, cette envie, effectivement à travers les Nations Unies à l'époque, mais quand même, on voit bien que concrètement, ce qu'on a fait, et c'est pour ça que le modèle s'est épuisé, et c'est pour ça qu'on a ce retour de balancier très violent maintenant, ce modèle s'est épuisé parce qu'il était totalement, en fait, cynique. C'était une couverture morale pour une politique complètement impérialiste, néo-impérialiste, qui prétendait mettre en coupe réglée et finalement prendre le pas, surtout à partir des années 90, sur... non, mais ça pour certains, mais pas pour d'autres. Non, mais peut-être pas pour les Français, mais pour aucun Européen. La construction de l'Europe était une construction, à partir de 1981, était une construction de rêve, de rêverie, oui. Totalement... On a pensé que c'était possible de faire une union alors qu'on avait créé une communauté, on a transformé cette communauté en une union et en faisant en faisant de l'Europe une structure intégrée parce qu'on croyait possible, je vais dire, de faire ce type de structure politique. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a complètement oublié les nations. Ben oui. Non, mais bien sûr. Oui. Mais je pense que c'était un rêve. C'était de l'idéalisme. C'était de penser qu'on allait pouvoir dépasser ces structures-là. Et que ça a été, à mon avis, catastrophique.
Et que maintenant, on assiste à un réveil des nations, et on peut s'en féliciter d'ailleurs, parce que ça va peut-être rééquilibrer les choses. Ah oui, moi je pense que ça va rééquilibrer les choses, et ça doit le faire en Europe et ailleurs d'ailleurs, parce que sinon... Oui, mais c'est pour ça que je ne crois pas que ce n'était que cynique. C'est-à-dire que la position américaine vis-à-vis de l'Europe, elle l'était en revanche. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a toute la construction européenne qui s'est faite. Et la construction européenne, c'était pas une affaire économique, c'était une affaire qui était aussi politique. Quand vous regardez comment on a géré un certain nombre de relations et de conflits, vous avez perçu qu'il y a du rêve. On a rêvé à un système où on allait pouvoir avoir d'autres types de relations que des relations telles qu'elles existent entre nations ou entre États. Certes, mais enfin quand même, historiquement, le projet européen a été très largement calibré et porté et poussé et mené par des gens qui travaillaient quand même beaucoup, y compris nos pères fondateurs, pour les États-Unis, concrètement. Et l'idée... Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Si, un Monnet, un Schuman, c'était quand même pas des indépendants complets. Moi, j'y crois pas. Ni des idéalistes. C'était des banquiers. Non, mais c'est une thèse que vous avez, moi, je l'aime pas. C'est pas une thèse, c'est des faits. Non, il n'y a pas de faits. Si, il y a des faits. Non, il n'y a aucun fait. Personnellement, moi, en tout cas, si, il y a des faits. Les uns travaillaient pour les uns, pour les autres, mais bien sûr que si. Donc, moi, personnellement, après qu'on se soit appuyé... J'ai fait partie, dans ma jeunesse, d'un certain nombre de mouvements européens. Je pense qu'il y avait des mouvements européens qui étaient des mouvements européens idéalistes et qui continuent d'ailleurs à l'être. Mais pas tous. Mais bien sûr, mais c'est comme partout. Non, mais les gens qui organisaient ça, l'homme est bon et mauvais. Et mauvais, oui. Ouais, mais cet idéalisme, ce que je veux dire, c'est que cet idéalisme a été exploité. Permettez-moi de penser que je ne pense pas à ce systématique anti-américanisme qui est apparu à un moment donné, où on a voulu aller chercher et gratter. Moi, j'ai très bien connu un certain nombre de personnes qui étaient tout à fait favorables à la construction européenne et qui en rien n'étaient manipulées par, soi-disant, un État américain. Je les ai vus, je les ai partagés. Et vous pensez qu'objectivement, une Europe dont les États se fondaient, puisque c'était ça l'idée... Non, l'État où il se fondait, c'est M. Mitterrand à partir de 81, avec M. Delors, et c'est pas du tout les Américains, c'est Mitterrand, Delors et toute l'équipe qui, ayant échoué le socialisme à la française, se sont dit on va aller installer le socialisme là en Europe et on va quitter l'aspect communautaire pour aller vers une union. Et c'est là où nous, peut-être, on a fait une erreur, parce que quand je dis nous, les personnes de droite libéraux, c'est qu'on aurait dû refuser en réalité cette évolution, parce que cette évolution, c'est une évolution qui dénaturait complètement l'Europe et qui l'a affaiblie d'ailleurs. Oui, absolument. Mais absolument. Les Américains, en réalité, devaient regarder ça peut-être avec satisfaction, puisque ça affaiblissait l'Europe. Oui. Mais non, mais ils n'étaient pas. C'est pas eux qui étaient à la manœuvre. C'est ce que je veux dire. On n'a pas besoin d'avoir les Américains pour faire des erreurs. Ah, ça c'est sûr, oui. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, toujours. Toujours. Bon alors, terminons peut-être notre entretien sur un thème là d'actualité immédiate, qui est ce qui se passe en ce moment, depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, dans la politique européenne, et ça concerne l'Europe au premier chef tout de même, qui a l'air de s'enfoncer dans un combat d'arrière-garde complètement idiot à mon avis, à propos de ce fameux conflit ukrainien qui entame sa 4e année quand même, à raison d'un bon millier de morts par jour. Donc, que pensez-vous qu'il va se passer? Que pensez-vous qu'il devrait se passer? Et que pensez-vous que la France, au stade où elle en est, et avec les prises de position qu'elle a eues, peut encore faire ou pourrait faire au mieux? Je pense qu'actuellement, les seuls qui ont de l'influence dans le conflit, on les connaît. Vous savez, Poutine qui est un acteur, la Russie qui est un acteur important, puisque c'est lui qui a déclenché le conflit. Vous avez les États-Unis qui mettent tout leur poids pour pouvoir arrêter ce conflit-là.
et vous avez en fait le gouvernement ukrainien, mais l'Europe, elle regarde, Elle a perdu. Malheureusement, elle y est pour rien. Qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Donc c'est ainsi. Hein. Et d'abord, ça montre qu'il faudrait que l'Europe se redéfinisse un peu, puisque là, on voit bien qu'elle est complètement dans l'incapacité de participer à une négociation de ce type-là. Alors, est-ce que, d'ailleurs, elle est de nature à le faire? C'est tout le problème de quelle est la nature de l'Europe. Est-ce que c'est une communauté ou est-ce que c'est une union intégrée? Et je pense que là, le problème est posé. On voit bien que ce n'est pas une union intégrée, puisque sur les 27 États, il n'a pas la totalité n'ont pas tous la même analyse. Donc à partir de ce moment-là, ça pose déjà le problème de la politique de l'Europe dans ce domaine-là. Et puis deuxièmement, je pense que ça sert il y a des États, des puissances telles que la puissance américaine, qui sont capables d'influencer, de pousser une solution, et que ça va se passer entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. Et je pense qu'il faut maintenant nous aider à ce qu'il y ait une solution qui soit pérenne pour éviter que ça se perpétue et que de réfléchir à l'avenir, comment on va faire évoluer les relations en Europe et dans le monde. Et moi, personnellement, je connais un tout petit peu le problème, puisque quand j'ai été ministre de la Défense, c'était l'ONU qui était chargé de remettre de l'ordre en Bosnie. C'était une catastrophe, puisque ça a amené les soldats français à être pris en otage et à être attachés à des poteaux. Et c'est à ce moment-là où j'ai conseillé à Jacques Chirac, qui m'avait demandé mon avis, de quitter la structure OTAN et la structure ONU et de créer la force de réaction rapide, ce qu'on a fait, ce qui a marché, puisque ça a donné comme résultat ce qu'on connaît, puisqu'on a gagné et qu'après, tout a été récupéré par les États-Unis et l'Europe pour pouvoir les accords de Dayton. Et puis deuxièmement, j'ai connu aussi un peu ce problème-là, puisque avec Jacques Chirac, on avait réfléchi à la constitution d'un pilier européen de l'Alliance Atlantique, et que j'avais mené les négociations en bon accord d'ailleurs avec les États-Unis, qui étaient tout à fait favorables, parce qu'ils voulaient déjà, comme le veut aujourd'hui Donald Trump, il voulait qu'il y ait un partage du fardeau. Oui. Mais là, ça n'a pas abouti, puisque un certain nombre de pays n'ont pas voulu, parce qu'ils n'avaient pas confiance en réalité dans la structure européenne. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de rien. De cet entretien, très libre. Merci d'être venu jusqu'ici pour Paix et Guerre. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre cette conversation sur d'autres sujets, parce que avec grand plaisir. L'actualité internationale ne s'arrête jamais. Ça va maintenant même se multiplier. Voilà, ça va devenir de plus en plus passionnant. Donc merci infiniment, cher Charles, monsieur le ministre, et à bientôt. Voilà. Au revoir, chers amis. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager, à faire connaître Paix et Guerre, à nous soutenir, à liker, enfin bref, à vous abonner et à faire en sorte que nous puissions continuer à poursuivre ces entretiens et d'autres émissions. Bonne journée à tous. Au revoir.